silence plus lourd qu'un cri déchira l'atmosphère feutrée de la cabine première classe du vol Air Lumière AL 412, reliant Paris à la Martinique. Un claquement sec, brutal, résonna comme une note discordante dans une symphonie bien orchestrée. La main de l'hôtesse en chef, Claire Beaumont, venait de s'abattre sur la joue d'un petit garçon de 4 ans, Émile Moreau. Sans avertissement, sans hésitation, juste l'éclat d'une gifle qui fit sursauter les âmes bien installées dans leur siège de cuir. Émile, un garçonnet aux boucles brunes et aux yeux brillants comme des étoiles, vacilla en arrière, ses petites mains crispées sur un dessin froissé, un avion traversant des nuages cotonneux, avec les mots « Pour papa » écrits en lettres rouges, maladroites mais pleines d'amour. Le papier glissa de ses doigts tremblants, tombant doucement sur la moquette épaisse, et, sous les regards figés des passagers, Claire, avec une froideur mécanique, saisit le dessin et le déchira en deux, comme on déchire un contrat sans valeur. Le bruit du papier qui se froisse sembla amplifier le silence qui suivit, un silence si dense qu'il pesait plus qu'un hurlement. Émile, immobile, porta une main à sa joue brûlante, ses yeux écarquillés fixant le sol, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Sous le poignet de son pull bleu marine, un bracelet vert, discret mais technologiquement sophistiqué, clignota soudain, passant d'un éclat émeraude à un rouge pulsant, comme un cœur en alerte. Émile voyageait pour la première fois seul, ou presque. À ses côtés, Madame Dubois, une femme d'une 50aine d'années au visage doux mais marqué par une vie d'enseignante, veillait sur lui avec une tendresse maternelle. Ancienne professeure de littérature dans un lycée parisien, elle avait accepté de l'accompagner sur ce vol pour rejoindre son père, Victor Moreau, un ingénieur visionnaire et PDG d'une entreprise technologique, qui devait recevoir un prestigieux prix pour ses innovations éthiques dans l'aéronautique à la Martinique. Émile, fier comme un petit prince dans son pull soigneusement choisi par sa mère, serrait son dessin avec une détermination enfantine. Ce n'était pas qu'un simple gribouillage, c'était un cadeau, un symbole, une promesse faite à son père, un homme qu'il voyait comme un héros capable de faire voler des avions et de réparer le monde. « Papa va adorer », avait-il murmuré à Madame Dubois en montant à bord, ses yeux pétillants d'excitation. Elle avait souri, caressant ses boucles brunes. « Bien sûr, mon chéri, il sera si fier de toi. » Mais l'euphorie de ce premier voyage s'était heurtée à la froideur des règles de la compagnie Air Lumière, incarnée par Claire Beaumont, une hôtesse d'une 30aine d'années, impeccablement vêtue d'un uniforme bleu marine, dont le professionnalisme glacé semblait taillé dans le marbre. Dès que Émile et Madame Dubois s'étaient installés dans leur siège spacieux de la première classe, Claire avait surgi, son regard perçant balayant le garçon comme s'il était une anomalie dans son univers ordonné. « Les enfants de moins de 6 ans ne sont pas autorisés en première classe », avait-elle déclaré d'un ton sec, les bras croisés sur sa poitrine, son badge brillant sous les lumières tamisées de la cabine. Madame Dubois, calme mais ferme, avait tenté d'expliquer. Émile voyage sous une dérogation spéciale. Il est sous surveillance médicale, et son père a réservé ses places pour des raisons précises. Elle avait sorti un document, une lettre officielle de la compagnie confirmant l'autorisation, mais Claire n'avait même pas daigné y jeter un œil. Peu importe, avait-elle tranché, son ton coupant comme une lame. Les règles sont les règles. Déplacez-le en classe économique. Émile, serrant son dessin contre son cœur, avait levé les yeux, sa petite voix tremblante mais déterminée. « Mais papa a dit que j'avais le droit d'être ici. » Ces mots, innocents, pleins de confiance en la parole paternelle, semblèrent agacer Claire davantage. Elle s'était penchée vers lui, son ombre s'étendant sur le garçon comme une menace. « Ton papa n'est pas ici », avait-elle sifflé, et avant que quiconque puisse réagir, sa main s'était levée, frappant la joue d'Émile avec une force qui semblait disproportionnée pour un si petit corps. Le claquement résonna, suivi du bruit déchirant du papier que Claire arracha des mains de l'enfant pour le déchirer en deux. Un murmure de choc parcourut la cabine. À quelques sièges de là, un couple élégant, Monsieur et Madame Lefebvre, des aristocrates parisiens habitués aux privilèges de la première classe, échangea des regards outrés. Madame Lefebvre, ajustant son collier de perles avec une nervosité contenue, chuchota à son mari. « Un enfant ici? C'est inacceptable. Il perturbe l'ambiance. » Monsieur Lefebvre, un homme grisonnant au costume sur mesure, hocha la tête, mais son regard trahissait une gêne. Tout de même le frapper. « C'est excessif, » murmura-t-il, sans oser élever la voix. À l'autre bout de la rangée, un jeune homme, Julien, un journaliste freelance d'une 20aine d'années, en route pour un reportage sur le tourisme caribéen, observait la scène avec une intensité fébrile. Ses lunettes rondes glissaient sur son nez,
alors qu'il activait discrètement la caméra de son téléphone. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-il dans son micro, lançant un live stream sur une plateforme sociale populaire. Une hôtesse d'Air Lumière vient de frapper un enfant en première classe. C'est scandaleux. Sa voix tremblait d'indignation, mais il restait discret, camouflé par le dossier de son siège, captant chaque détail. La joue rougie d'Émile, les morceaux déchirés du dessin sur la moquette, les regards fuyants des autres passagers. Personne n'osa intervenir directement. Un homme d'affaires, costume gris impeccable, leva les yeux de sa tablette, où des graphiques boursiers défilaient, mais il se contenta de soupirer, comme si l'incident était une simple nuisance. Une femme en tailleur Chanel, occupée à lire un magazine, murmura à son voisin « Pourquoi laisse-t-il des enfants ici ?» Cela gâche l'expérience. Mais un autre passager, une femme âgée aux cheveux argentés, Madame Garnier, ancienne avocate spécialisée dans les droits humains, fronça les sourcils. Assise près de la fenêtre, elle griffonna quelque chose dans un petit carnet, ses yeux perçants fixés sur Claire, qui s'était déjà détournée pour ajuster des flûtes à champagne avec une précision mécanique. Madame Garnier murmura à elle-même. « Cela ne restera pas sans suite. » Son ton portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à défendre les plus vulnérables. Émile, agenouillé sur la moquette, ramassait les morceaux de son dessin avec des gestes lents, comme s'il essayait de recoller un fragment de lui-même. Ses petites mains tremblaient, mais il ne pleurait pas. Pas encore. Le bracelet à son poignet, un prototype conçu par son père, clignotait plus fort, son éclat rouge pulsant comme un avertissement. Madame Dubois s'accroupit à ses côtés, posant une main douce sur son épaule. « Ça va, mon chéri » murmura-t-elle. Mais sa voix se brisa, trahissant une colère contenue. Elle lança un regard brûlant vers Claire, qui continuait son service comme si rien ne s'était passé, offrant des sourires polis aux autres passagers. Mais sous la manche d'Émile, le bracelet semblait vivant, captant chaque battement accéléré de son cœur, chaque pic de stress. À des milliers de kilomètres, dans un bureau vitré surplombant les toits de Paris, un serveur sécurisé d'Air Lumière reçut un signal. Alerte lueur bleue. Détresse enfant détectée. Sujet. Émile Moreau. Vol AL 412. Une ligne de code s'illumina, et quelque chose d'invisible, mais d'inéluctable, se mit en mouvement. Dans la cabine, l'atmosphère était devenue oppressante. Les passagers, bien que choqués, semblaient hésiter à briser le protocole implicite de la première classe, ne pas se mêler des affaires des autres. Monsieur Lefebvre, mal à l'aise, ajusta sa cravate et murmura à sa femme. « Ce n'est pas notre problème. » Mais Madame Lefebvre, malgré son ton initial, semblait troublée. « Tout de même, un enfant, » murmura-t-elle, son regard glissant vers Émile, qui s'était rassis, les genoux repliés contre sa poitrine, fixant les morceaux de son dessin, comme s'il pouvait se recoller par la seule force de sa volonté. Julien, de son côté, continuait de filmer, son live stream attirant déjà des centaines de spectateurs. Les commentaires affluaient. « C'est honteux. Où est le capitaine ? Air Lumière doit s'expliquer. » Certains internautes partageaient déjà des captures d'écran, et un hashtag « Justice pour Émile » commençait à émerger. Julien, sentant l'ampleur de ce qu'il capturait, murmura dans son micro. « Ce n'est pas juste un incident. C'est une histoire qui va secouer le monde. » Dans le cockpit, le capitaine Pierre, un vétéran aux tempes grisonnantes, fronça les sourcils devant un écran qui clignotait d'un signal inhabituel. « Ce n'est pas une panne, » murmura-t-il à son copilote, un jeune homme nerveux nommé Antoine. « C'est une intervention. Quelque chose de haut niveau. » Le code affiché, lueur bleue, origine Paris, n'était pas un message de routine. Pierre, qui volait depuis 30 ans, n'avait jamais vu une telle alerte. « Qui sur ce vol a déclenché ça ?» demanda-t-il, plus à lui-même qu'à son copilote. Antoine, les mains crispées sur les commandes, haussa les épaules. « Peut être un VIP ? Ou cet enfant ?» Pierre secoua la tête, incrédule. Mais son instinct lui disait que quelque chose de plus grand était en jeu. À Paris, Victor Moreau, en pleine réunion dans une salle de conférence au dernier étage d'un immeuble haussmannien, s'interrompit brutalement. Une alerte rouge clignota sur sa tablette, interrompant une discussion sur l'expansion de son système éthique dans l'industrie aéronautique. Détresse détectée. Sujet. Émile Moreau. Vol AL 412. Les chiffres défilaient, rythme cardiaque élevé, saturation en oxygène légèrement en baisse, niveau de stress critique. Pas d'image, pas de son, juste des données. Mais pour Victor,
C'était un cri. Son fils était en danger. Il se leva si vite que sa chaise heurta le mur derrière lui. « Annulez tout », ordonna-t-il à son assistant, un jeune homme en costume sombre qui blêmit devant l'intensité de son patron. « J'ai besoin d'une ligne sécurisée avec les données du vol. » Maintenant, la salle se tut, les membres du conseil échangeant des regards perplexes. Victor, les yeux rivés sur sa tablette, entra un code connu de seulement 3 personnes dans l'entreprise. Une interface s'ouvrit. Protocole, lueur bleue. Activation manuelle. Ses doigts hésitèrent une seconde au-dessus de l'écran. Il revit le visage d'Émile avant son départ, ses petits bras autour de son cou, sa voix promettant « Je serai sage, papa ». Victor murmura « Ce n'est pas une question de sagesse, mon fils. C'est une question de justice. » Et il appuya. Dans la cabine, le bracelet d'Émile cessa de clignoter rouge. Il s'illumina d'un blanc constant, comme s'il savait que l'appel avait été entendu. Madame Dubois, remarquant le changement, murmura « Qu'est-ce que c'est, Émile ?» Le garçon, les yeux fixés sur les nuages à travers le hublot, répondit doucement « C'est papa, il veille sur moi. » Dehors, les nuages défilaient, libres, intouchés. À l'intérieur, tout semblait figé, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Julien, toujours en train de filmer, captura l'instant où Claire passa près d'Émile, évitant son regard. Madame Garnier, son carnet à la main, nota une dernière phrase. « Un enfant a été frappé. Le silence des autres est complice. » Et quelque part, au-dessus de l'Atlantique, un orage invisible prenait forme, prêt à bouleverser non seulement ce vol, mais tout un système. L'atmosphère dans la cabine première classe du vol Air Lumière AL412, suspendue à des milliers de mètres au-dessus de l'Atlantique, s'était muée en une tension palpable, comme l'air avant un orage. Les écrans de divertissement, qui diffusaient jusqu'alors des films français subtilement choisis et des cartes de vol animées, s'éteignirent brusquement, leur surface lisse devenant des miroirs noirs reflétant les visages perplexes des passagers. Puis, sans avertissement, un message s'afficha en lettres grises, austères, sur chaque écran. Ce vol est sous surveillance éthique active. Veuillez ne pas interférer. Les mots, froids et impersonnels, semblaient flotter dans l'air climatisé, provoquant un murmure collectif. Une femme en tailleur Chanel, une habituée des vols transatlantiques, ajusta ses lunettes de créateur et murmura à son mari. « Qu'est-ce que cela signifie? Une plaisanterie ?» Son mari, un homme d'âge mûr au costume impeccablement taillé, haussa les épaules. Mais son regard trahissait une légère inquiétude. À quelques sièges de là, un homme d'affaires, Monsieur Dupont, tapota son écran avec agacement, comme si un simple geste pouvait ramener les graphiques boursiers qu'il consultait. « C'est ridicule !» marmonna-t-il, sa voix portant juste assez pour que ses voisins l'entendent. Mais au fond de la cabine, Émile Moreau, le petit garçon de 4 ans dont la joue portait encore la marque rouge de la gifle de l'hôtesse Claire Beaumont, restait silencieux, recroquevillé dans son siège trop grand, ses yeux fixés sur les morceaux déchirés de son dessin, soigneusement repliés sous la tablette devant lui. Madame Dubois, l'ancienne enseignante qui l'accompagnait, posa une main douce sur son bras, ses doigts tremblant légèrement sous le poids de l'indignation qu'elle contenait. « Tout va bien, mon chéri » murmura-t-elle. Mais sa voix, bien que tendre, portait une fêlure, comme si elle cherchait à se convaincre elle-même. Elle se pencha vers Émile, ses yeux bruns pleins de chaleur, et lui raconta à voix basse l'histoire de son dessin. Comment, la veille, il avait passé des heures à la table de la cuisine, un crayon rouge à la main, traçant avec soin un avion qui traversait des nuages duveteux, les mots « Pour papa » écrits avec une concentration presque solennelle. Il voulait que son père soit fier, chuchota-t-elle, sa voix se brisant à nouveau. Émile hocha la tête, ses petites mains serrant les bords de la couverture grise qu'elle avait drapée sur ses genoux. « Papa va le réparer » murmura-t-il, si bas que seule Madame Dubois l'entendit. Sous son pull, le bracelet technologique à son poignet, un prototype conçu par son père, Victor Moreau, avait cessé de clignoter rouge. Il brillait maintenant d'une lueur blanche, constante, comme un phare dans la nuit, attendant un signal invisible. À l'avant de la cabine, Claire Beaumont, l'hôtesse en chef, s'était immobilisée près du galet, son sourire professionnel vacillant comme une chandelle sous un vent soudain. Elle tapota son oreillette avec une nervosité mal dissimulée. « Capitaine, nous avons un problème avec les écrans, dit-elle dans un murmure crispé. Dois-je réinitialiser le système ? » Pas de réponse, seulement un grésillement statique, comme si la ligne avait été coupée.
Elle réessaya, sa voix montant d'un cran. Cabine à cockpit, me recevez-vous? Rien. Son regard balaya la cabine, cherchant un semblant de contrôle. Mais les passagers, eux, commençaient à s'agiter. Une femme, une avocate à la retraite nommée Madame Garnier, dont les cheveux argentés étaient soigneusement coiffés en un chignon, se leva de son siège près du hublot. Madame Beaumont, lança-t-elle d'une voix claire, autoritaire, qui fit taire les murmures autour d'elle. Expliquez-vous. Pourquoi avoir frappé cet enfant? Les têtes se tournèrent, les regards convergèrent vers Claire, dont le visage se figea. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblèrent lui échapper. C'était un malentendu, bafouilla-t-elle enfin, son ton manquant de conviction. Les règles de la première classe sont claires. Les enfants de moins de 6 ans n'ont pas leur place ici. Mais sa voix tremblait, et ses mains, habituellement si assurées lorsqu'elle servait des flûtes de champagne, s'agrippaient nerveusement au bord du galet. À quelques rangées de là, Julien, le jeune journaliste freelance, continuait de filmer discrètement avec son téléphone, son live stream attirant désormais des milliers de spectateurs à travers le monde. « Vous voyez ça ?» murmura-t-il dans son micro, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'il zoomait sur Claire, puis sur Émile, dont le visage restait baissé, concentré sur les morceaux de son dessin. Une hôtesse a frappé un enfant pour un simple dessin, et maintenant les écrans affichent un message étrange. Quelque chose se passe sur ce vol. Les commentaires sur son flux vidéo explosaient. Honte à Air Lumière. Protégez ce petit garçon. Où est la justice? Un influenceur connu, suivi par des millions de personnes, partagea la vidéo, et le hashtag « Justice pour Émile » grimpa en flèche sur les réseaux sociaux. Julien, sentant l'ampleur de l'histoire qu'il capturait, murmura « Ce n'est pas juste un scandale, c'est une révolution ». Dans la cabine, une jeune hôtesse stagiaire, Sophie, observait la scène avec un mélange de honte et de malaise. Âgée d'à peine 22 ans, elle avait rejoint Air Lumière avec des rêves de voyages exotiques, mais la réalité du métier, obéir aux ordres stricts, sourire malgré tout, commençait à peser sur elle. En passant près du siège d'Émile, elle glissa discrètement un morceau de papier blanc et un crayon bleu dans sa poche. « Tu peux recommencer, petit » murmura-t-elle, jetant un regard nerveux vers Claire, qui ne l'avait pas vue. Émile leva les yeux vers elle, un éclat de gratitude traversant son regard, mais il ne dit rien, se contentant de serrer le papier contre lui. Sophie s'éloigna rapidement, son cœur battant à l'idée d'avoir désobéi, même légèrement, à sa supérieure. Madame Garnier, l'ancienne avocate, ne lâchait pas Claire des yeux. Elle griffonna une note dans son carnet, son écriture précise et déterminée. « Un enfant n'est pas un bagage qu'on déplace à sa guise », dit-elle à voix haute, assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. Monsieur Dupont, l'homme d'affaires, soupira bruyamment. « Tout ce drame pour un gamin ?» marmonna-t-il. Mais sa voix manquait de conviction face à l'autorité de Madame Garnier. À côté, le couple Lefebvre, les aristocrates parisiens, échangeaient des chuchotements. Madame Lefebvre, qui avait initialement critiqué la présence d'Émile, semblait troublée. « Tout de même, frapper un enfant » murmura-t-elle à son mari. « Et si c'était notre petit-fils, Étienne ?» Monsieur Lefebvre, mal à l'aise, ajusta sa cravate. « Ce n'est pas notre affaire » répondit-il, mais son ton était hésitant, comme s'il doutait de ses propres mots. Dans le cockpit, le capitaine Pierre et son copilote, Antoine, fixaient un écran où un code inhabituel clignotait. Lueur bleue. Exécuté. Origine. Paris. Pierre, avec 30 ans d'expérience, fronça les sourcils. « Ce n'est pas une panne système, dit-il, sa voix basse, mais tendue. C'est une intervention exécutive. Quelqu'un de très haut placé surveille ce vol. » Antoine, nerveux, tapota le panneau de contrôle. « À cause de l'enfant » demanda-t-il. Pierre ne répondit pas immédiatement, ses yeux scrutant les données. Peut être quelqu'un derrière lui. Soudain, un message du siège social d'Air Lumière s'afficha. Descente anticipée vers Lisbonne ordonnée. Priorité exécutive. Non négociable. Pierre échangea un regard avec Antoine. « Lisbonne » murmura ce dernier. « Nous étions en route pour la Martinique. Pourquoi ce changement ?» Pierre secoua la tête. Quelqu'un a appuyé sur un bouton que personne n'ose toucher. À Paris, dans un bureau vitré dominant les toits haussmanniens, Victor Moreau se tenait devant un panneau de contrôle sécurisé, son visage tendu mais déterminé. Les données biométriques d'Émile défilaient sur son écran. Rythme cardiaque élevé, saturation en oxygène légèrement en baisse, niveau de stress critique. Chaque chiffre était un cri silencieux, un appel à l'action.
Victor, un homme qui avait bâti sa carrière sur la conviction que la technologie pouvait protéger les plus vulnérables, avait conçu le protocole Lueur Bleue après des années à observer les failles des systèmes de transport aérien. Trop d'excuses arrivaient trop tard, trop d'enfants étaient ignorés, déplacés, oubliés. Le bracelet d'Émile, un prototype unique, était la première itération de ce système, un gardien invisible qui veillait sur son fils. Victor entra un code connu de seulement 3 personnes dans l'entreprise, et l'interface répondit immédiatement « Protocole Lueur Bleue, activé ». Verrouillage des communications du cockpit pendant 5 minutes. Surveillance éthique en temps réel. Ses doigts hésitèrent une seconde au-dessus du bouton final. Il revit le sourire d'Émile, sa promesse enfantine. « Je serai sage, papa », Victor murmura. « Ce n'est pas une question de sagesse, mon fils. C'est une question de droit. » Et il appuya. Dans la cabine, les écrans clignotèrent à nouveau, affichant un nouveau message. Surveillance éthique renforcée. Toutes les interactions de l'équipage sont enregistrées et évaluées pour conformité. Les passagers s'agitèrent, certains murmurant, d'autres tapotant leurs écrans en vain. Claire, toujours près du galet, sentit son cœur s'accélérer. Elle tenta à nouveau de contacter le cockpit, mais la ligne restait muette. « Pourquoi Lisbonne ?» demanda-t-elle à Sophie, qui haussa les épaules, mal à l'aise. « Je ne sais pas, madame », répondit la jeune hôtesse, évitant son regard. Les passagers, eux, commençaient à spéculer. Une femme près de l'avant, une professeure d'université nommée Madame Laurent, murmura à son voisin « C'est à cause du garçon. Regardez son bracelet. Ce n'est pas un jouet médical. C'est quelque chose de plus sophistiqué. » Son voisin, un ingénieur en informatique, hocha la tête. « J'ai vu des dispositifs comme celui-ci dans des prototypes de sécurité. Quelqu'un de puissant est derrière lui. » Julien, toujours en train de filmer, capta l'attention d'un influenceur parisien qui partagea la vidéo à des millions de followers. Les hashtags « Justice pour Émile » et « Air Lumière Scandale » envahissaient désormais les réseaux sociaux, et des médias en ligne commençaient à reprendre l'histoire. Scandale à bord d'un vol Air Lumière, une hôtesse frappe un enfant. À bord, la tension montait. Madame Garnier, l'avocate, se leva à nouveau, son carnet à la main. « Madame Beaumont, dit-elle, sa voix résonnant comme dans une salle d'audience, « vous avez violé non seulement les règles de décence, mais aussi les droits fondamentaux de cet enfant. Vous devrez en répondre. » Claire, pâle, tenta de garder son calme. « Ce n'était qu'un geste impulsif, dit-elle. » Mais ces mots sonnaient creux. Les passagers autour d'elle échangèrent des regards, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres détournant les yeux, mal à l'aise. Émile, sous sa couverture, serrait la main de Madame Dubois. Ses doigts traçaient des cercles sur le bord de la tablette, un geste répétitif, comme s'il cherchait à s'ancrer dans un monde qui venait de s'effondrer. Son bracelet, désormais ambré, pulsait doucement comme s'il écoutait, attendait. « Papa va venir ?» murmura-t-il. Madame Dubois, les larmes aux yeux, hocha la tête. « Il est déjà là, d'une certaine manière, » répondit-elle, jetant un regard vers le bracelet. Dehors, les nuages défilaient, paisibles et indifférents. Mais à l'intérieur, la cabine semblait suspendue dans un silence oppressant. Un silence qui n'était pas paisible, mais chargé d'une attente lourde. Sophie, la jeune hôtesse, passa à nouveau près d'Émile, jetant un coup d'œil nerveux vers Claire. Elle murmura à Madame Dubois. « Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. » Madame Dubois hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Claire, qui s'était retirée dans le galet, ses mains tremblantes ajustant inutilement des serviettes. Soudain, un carillon doux, différent des annonces habituelles, retentit dans la cabine. Les écrans clignotèrent à nouveau, affichant un message plus inquiétant. « Équipage. Soyez informés. Le protocole éthique Air Lumière est actif. Toutes les interactions seront enregistrées, évaluées et rapportées pour conformité en temps réel. » Claire, dans le galet, sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle à Sophie, qui blêmit. « C'est dans les modules de formation, » répondit la jeune hôtesse, hésitante. « Mais je pensais que c'était juste théorique. » Claire, les lèvres pincées, secoua la tête. « Ce n'est pas théorique, c'est réel. Et ça vient de quelqu'un qui ne plaisante pas. » Elle sentit un frisson la parcourir, une prise de conscience froide. Ce n'était pas une simple panne. Quelqu'un, quelque part, avait pris le contrôle de ce vol. Dans le cockpit, Pierre et Antoine fixaient l'écran, où le message lueur bleue continuait de clignoter. « C'est un ordre exécutif, » murmura Pierre, son ton grave. «
Quelqu'un a déclenché un protocole de niveau supérieur. Antoine, nerveux, demanda. À cause de l'enfant? Ce bracelet, c'est quoi? Pierre ne répondit pas, mais son esprit tournait à toute vitesse. Il avait entendu des rumeurs sur un système expérimental conçu par un PDG visionnaire. Un système capable de surveiller les interactions en vol et d'intervenir en temps réel. Mais il n'avait jamais pensé le voir en action. Préparez-vous pour Lisbonne, dit-il enfin. Quelque chose de gros nous attend au sol. À Paris, Victor, dans sa salle de commandement, observait les données biométriques d'Émile avec une intensité presque palpable. Chaque pulsation, chaque variation était une preuve de la détresse de son fils. Il tapa un autre code et l'interface répondit. Protocole lueur bleue. Phase 2. Verrouillage complet des systèmes de communication. Descente ordonnée. Victor murmura. Tiens bon, Émile. Papa arrive. Dans la cabine, les lumières baissèrent légèrement, à peine perceptibles, mais assez pour accentuer la tension. Les passagers, désormais pleinement conscients que quelque chose d'anormal se passait, échangèrent des murmures. Madame Laurent, la professeure, murmura. Ce n'est pas une coïncidence. Ce bracelet, il est connecté à quelqu'un. Son voisin, l'ingénieur, hocha la tête. C'est un dispositif de traçabilité. J'ai vu des prototypes similaires. Ce gamin n'est pas n'importe qui. Émile, toujours silencieux, serrait le papier que Sophie lui avait donné. Il commença à tracer lentement les contours d'un nouvel avion, ses doigts tremblants mais déterminés. Madame Dubois, émue, caressa ses boucles. « Tu es si courageux, mon petit », murmura-t-elle. Mais ses yeux se posèrent sur le bracelet, dont la lueur ambrée semblait vibrer d'une énergie contenue. À l'extérieur, les nuages continuaient leur danse paisible. Mais à l'intérieur, la tempête silencieuse gagnait en force. Et le ciel, lui, savait que quelque chose d'irréversible venait de commencer. L'avion d'Air Lumière AL-412 toucha le tarmac de l'aéroport international de Lisbonne avec un grondement sourd, un murmure mécanique qui semblait porter le poids de l'incident qui venait de secouer la cabine. Aucun applaudissement ne salua l'atterrissage. Aucun soupir de soulagement ne brisa le silence tendu qui enveloppait les passagers. À la place, une annonce froide et impersonnelle résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis, les autorités monteront à bord sous peu. Ne vous levez pas jusqu'à nouvel ordre. » Les mots, prononcés avec une neutralité presque clinique, firent frissonner la cabine première classe, où les regards s'échangeaient, chargés de confusion et d'appréhension. Claire Beaumont, l'hôtesse en chef dont la gifle sur la joue d'Émile Moreau avait déclenché cette tempête silencieuse, se tenait dans le galet, les mains crispées derrière son dos. Elle avait remis du rouge à lèvres, lissé son chignon impeccable, mais ses doigts tremblaient, trahissant une peur qu'elle ne pouvait masquer. Ses yeux, d'ordinaire si sûrs, balayaient nerveusement la cabine, cherchant un semblant de contrôle dans un espace qui lui échappait désormais. À quelques rangées de là, Émile, le petit garçon de 4 ans, restait recroquevillé sous sa couverture grise, ses boucles brunes tombant sur son front, ses mains serrant un morceau de papier plié, un nouvel avion, dessiné avec le crayon bleu que Sophie, la jeune hôtesse stagiaire, lui avait offert. Son bracelet, ce prototype technologique conçu par son père, Victor Moreau, brillait maintenant d'une lueur bleu pâle, calme, comme s'il savait que la tempête était passée et que l'heure du règlement de compte approchait. Madame Dubois, l'ancienne enseignante qui veillait sur Émile, ajusta la couverture sur ses épaules, ses gestes pleins d'une tendresse protectrice. Elle murmura « Tout va bien, mon chéri. Tu es en sécurité maintenant. » Mais ses yeux, pleins d'une colère contenue, se posèrent sur Claire, qui évitait soigneusement de croiser son regard. À l'avant, Madame Garnier, l'avocate à la retraite, referma son carnet avec un claquement sec, son visage marqué par une détermination froide. Elle avait noté chaque détail de l'incident, chaque mot prononcé, chaque silence complice des autres passagers. « Ceci ne restera pas sans suite », murmura-t-elle à elle-même, sa voix portant l'autorité d'une femme qui avait passé des décennies à défendre les opprimés. À côté d'elle, M. Dupont, l'homme d'affaires, rangea sa tablette, visiblement agacé par l'interruption de son travail, mais même lui ne pouvait ignorer la gravité de la situation. « C'est une affaire exagérée », marmonna-t-il. Mais son ton manquait de conviction, comme s'il sentait que quelque chose de plus grand était en jeu. Le couple Lefebvre, les aristocrates parisiens, échangeaient des chuchotements tendus. Madame Lefebvre, dont le collier de perles semblait peser plus lourd à chaque instant, murmura à son mari « C'est à cause de cet enfant. N'est-ce pas? Ce bracelet, il n'est pas ordinaire. » Monsieur Lefebvre, mal à l'aise, hocha la tête.
Quelqu'un de puissant est derrière tout ça. Ce n'est pas une simple histoire de discipline. Lee Ball. Julien, le jeune journaliste freelance, continuait de filmer discrètement, son téléphone captant chaque mouvement, chaque murmure. Son live stream, désormais suivi par des dizaines de milliers de spectateurs à travers l'Europe, était devenu un phénomène viral. Les commentaires défilaient à une vitesse vertigineuse. Honte à Air Lumière. Cet enfant mérite justice. Qui est derrière ce bracelet? Un média en ligne français, connu pour ses enquêtes audacieuses, avait repris la vidéo, titrant « Scandale à bord d'Air Lumière. Une hôtesse frappe un enfant. Un système mystérieux intervient. » Julien, sentant l'ampleur historique de ce qu'il documentait, murmura dans son micro « Ce n'est plus une simple vidéo. C'est une vague qui va changer les choses. » Un influenceur parisien, suivi par des millions, partagea le flux et le hashtag « Justice pour Émile » devint l'un des sujets les plus discutés sur les réseaux sociaux, déclenchant des débats enflammés sur les droits des enfants et les abus de pouvoir dans l'industrie aérienne. La porte de la cabine s'ouvrit lentement, et 2 officiers de sécurité, vêtus d'uniformes sombres, entrèrent, suivis d'un représentant d'Air Lumière, portant un badge argenté et une tablette. Leur présence imposait un silence encore plus profond. Madame Claire Beaumont appela l'officier principal, sa voix ferme mais dénuée d'émotion. « Veuillez avancer. Vous resterez à bord pour un débriefing immédiat. » Claire, pâle comme un linge, fit un pas en avant, ses talons claquant faiblement sur la moquette. Les passagers la suivirent des yeux. Certains avec curiosité, d'autres avec une satisfaction discrète. Madame Lefebvre murmura à son mari « C'est elle, celle qui a frappé le garçon. » Les mots, bien que chuchotés, se propagèrent comme une onde, amplifiée par la tension ambiante. Julien zooma sur Claire alors qu'elle passait devant le siège d'Émile, son visage blême, ses lèvres pincées. Madame Dubois, serrant doucement l'épaule d'Émile, croisa son regard l'espace d'une seconde. Claire détourna les yeux, mais pour la première fois, elle ne semblait plus être celle qui contrôlait la situation. Elle semblait être celle qui était vue, jugée, exposée. Dans la cabine, un changement subtil mais palpable s'opéra. Une fillette de 8 ans, Camille, assise au rang 6, se leva malgré l'ordre de rester assise. Elle s'approcha d'Émile, ses nattes blondes dansant sur ses épaules, et tendit un nouveau morceau de papier plié, orné d'un dessin maladroit d'un avion rose. « Tiens, dit-elle timidement, tu peux dessiner encore. Le tien était joli. » Son père, un homme à l'air sévère, ouvrit la bouche pour la rappeler, mais il s'arrêta, ému par le geste de sa fille. Il la laissa rester, observant Émile avec un mélange de honte et d'admiration. Émile prit le papier, ses doigts tremblants, et murmura un merci, à peine audible. Pour la première fois depuis la gifle, un sourire fugace traversa son visage, comme une éclaircie après un orage. Madame Dubois, les larmes aux yeux, caressa ses boucles. « Tu vois, mon chéri, murmura-t-elle, il y a toujours des gens qui veulent t'aider. » Dans le cockpit, le capitaine Pierre et son copilote Antoine fixaient un écran où le message lueur bleue, phase 3 activée, clignotait. « C'est un ordre exécutif direct, murmura Pierre, son ton grave. Quelqu'un a pris le contrôle total de ce vol. Antoine, nerveux, demanda « À cause de l'enfant ? Ce bracelet, c'est quoi, au juste ?» Pierre, qui avait entendu des rumeurs sur un système expérimental conçu par un PDG visionnaire, répondit « C'est plus qu'un gadget. C'est une sorte de gardien numérique, et celui qui l'a activé ne plaisante pas. » Un nouveau message apparut sur leur panneau. « Équipage, restez à bord après l'atterrissage. Une équipe de conformité vous attendra. » Pierre échangea un regard avec Antoine. « Quelqu'un va payer pour ce qui s'est passé, dit-il, sa voix lourde de sous-entendu. » À Paris, dans une salle de commandement sécurisée au cœur du siège d'Air Lumière, Victor Moreau se tenait devant un mur d'écran, ses yeux fixés sur un flux de données biométriques en temps réel, le rythme cardiaque d'Émile, sa saturation en oxygène, ses niveaux de stress. Chaque chiffre était une preuve de la douleur de son fils, un appel à l'action qu'il ne pouvait ignorer. Il tapa un dernier code, et l'interface répondit. Protocole lueur bleue, phase 3. Publication des enregistrements de cabine autorisés. Sans embargo. Victor murmura. Pour toi, Émile. Et pour tous ceux qui n'ont pas de voix, il appuya sur un bouton, et à des milliers de kilomètres, les écrans de la cabine clignotèrent à nouveau, affichant un message final. Protocole de dignité des passagers Air Lumière en vigueur. Tous les rapports seront rendus publics
conformément à l'article 4P91. Les passagers retinrent leur souffle. Monsieur Dupont murmura. « Ils vont rendre ça public ?» Madame Garnier, son carnet toujours à la main, répondit. « Tant mieux. Il est temps que le monde voie. » Dans le galet, Claire s'effondra sur un tabouret, ses mains tremblant si fort qu'elle renversa une pile de serviettes. Elle murmura à Sophie, la jeune hôtesse. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Sophie, mal à l'aise, répondit doucement. « Vous avez frappé un enfant, madame. Vous saviez que c'était mal. » Claire, les larmes aux yeux, secoua la tête. C'était la pression, les règles, je ne voulais pas. Mais ses excuses sonnaient creux, même à ses propres oreilles. À l'extérieur, sur le tarmac, 5 SUV noirs s'étaient alignés, discrets mais imposants, leurs vitres teintées cachant des silhouettes dont les noms n'apparaissaient jamais dans les communiqués officiels. À l'intérieur, des cadres d'air-lumière, des avocats spécialisés en conformité, et être même des représentants de l'autorité de l'aviation civile attendaient, leur décision prête à faire tomber des carrières. La porte de la cabine s'ouvrit à nouveau, et un représentant d'air-lumière, une femme d'une quarantaine d'années portant un tailleur gris et un badge argenté, s'avança. « Madame Claire Beaumont » répéta-t-elle, son ton ferme mais calme. « Veuillez nous suivre. » Claire se leva, ses jambes vacillantes, et marcha vers l'arrière de l'avion, escortée par les officiers. Les passagers la suivirent des yeux, certains murmurant, d'autres gardant un silence pesant. Madame Lefebvre, troublée, murmura à son mari. Elle pensait qu'un enfant ne comptait pas. Elle se trompait. Monsieur Lefebvre, pour une fois, ne répondit pas, son regard fixé sur Émile, dont le bracelet brillait doucement sous la couverture. Dans la cabine, les passagers commencèrent à se lever lentement, autorisés à quitter leur siège. Madame Dubois aida Émile à enfiler son petit sac à dos, glissant le dessin déchiré et le nouveau papier de Camille sous la couverture. « On y va, mon chéri », murmura-t-elle. Émile hocha la tête, ses doigts serrant les siens. Il ne demanda pas ce qui se passait, comme s'il sentait que les réponses viendraient bientôt. À l'extérieur, une représentante d'Air-Lumière s'agenouilla devant lui. « Jeune homme, dit-elle doucement, votre père vous attend. Êtes-vous prêt ?» Émile, après un moment d'hésitation, répondit « Madame Dubois peut venir aussi ?» La femme sourit, un sourire sincère qui contrastait avec la froideur de Claire. « Absolument. » Dans un bureau calme surplombant la piste de Lisbonne, Victor Moreau attendait, ses mains serrées derrière son dos. Lorsque Émile entra, suivi de Madame Dubois, il s'agenouilla, posant une main sur l'épaule de son fils. « Tu vas bien, mon champion ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion contenue. Émile hocha la tête, puis murmura « J'ai pas parlé, papa, comme tu m'as dit, même quand ça faisait mal. » Victor, la gorge nouée, répondit « Tu as été plus fort que tout ce que j'attendais, Émile. » Il prit le dessin déchiré que Madame Dubois lui tendit, le dépliant avec soin. Un avion aux ailes brisées, un bonhomme bâton avec des cheveux en bataille, et les mots pour papa à moitié effacés. Il ne chercha pas à le lisser. Il le regarda comme s'il était intact, comme si chaque pli racontait une histoire de résilience. À l'extérieur, la vidéo de Julien avait atteint des millions de vues. Les médias, de Paris à Londres, reprenaient l'histoire. Un enfant frappé à bord d'Air-Lumière. Un système éthique déclenche une crise. Une adolescente nommée Aïssa, qui avait été déplacée d'une classe affaires lorsqu'elle était enfant, posta un message poignant. « Je n'avais ni bracelet ni père comme celui d'Émile, mais je me souviens de ce que ça fait d'être mise de côté parce qu'on pense que vous ne comptez pas. Merci Émile, de nous avoir rappelé que ce n'est pas notre honte. » À Lisbonne, Claire fut escortée dans une salle d'attente, où un écran diffusait en boucle la vidéo de l'incident, sa main levée, Émile immobile, les passagers figés. Elle baissa les yeux, incapable de regarder. Quelques jours plus tard, Air-Lumière annonça la charte de respect des passagers, un document révolutionnaire interdisant tout contact physique ou déplacement d'enfants sans justification sécuritaire documentée, sous peine de sanctions immédiates. Les bracelets lueur bleue devinrent obligatoires pour tous les enfants voyageant dans les cabines familiales. À la Martinique, un groupe d'écoliers envoya une lettre à Émile, le surnommant le petit héros. Lors d'une conférence de presse, Madame Dubois, invitée à prendre la parole, se tenait devant des dizaines de micros. « Ce n'était pas seulement un enfant blessé, dit-elle, sa voix ferme mais émue. C'était un système qui pensait que le silence équivalait à la sécurité. Émile a prouvé que ce n'était pas vrai, et son père a montré que cela pouvait changer. À la maison, dans une chambre remplie de posters d'avions et de maquettes en Lego, Émile dessina à nouveau. Cette fois, l'avion volait haut, ses ailes intactes.
piloté par un bonhomme nommé Capitaine Émile. Le dessin déchiré, encadré, fut accroché au siège d'Air Lumière, avec une plaque. Pour chaque enfant qui mérite d'être vu. Le ciel, désormais, portait son nom, et il ne l'oublierait jamais. L'histoire d'Émile Moreau, ce petit garçon de 4 ans frappé par une hôtesse de l'air sur le vol Air Lumière AL 412, est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion. Elle est une parabole moderne sur la dignité, la justice et la responsabilité collective, qui résonne profondément dans le contexte culturel français, où les valeurs d'égalité, de fraternité et de respect des droits humains sont au cœur de l'identité nationale. En tant que Français, nous sommes habitués à réfléchir sur les injustices, à débattre des principes éthiques et à chercher des moyens de construire une société plus équitable. Cette histoire, avec sa tension dramatique et son dénouement porteur d'espoir, nous invite à examiner nos propres comportements, à questionner les systèmes dans lesquels nous évoluons et à tirer des leçons applicables à notre vie quotidienne. À travers une analyse des émotions suscitées par cet événement et des enseignements qu'il nous offre, nous pouvons mieux comprendre comment agir avec humanité et courage dans un monde parfois indifférent. La première émotion qui surgit en lisant cette histoire est une indignation viscérale. Lorsqu'on apprend que Claire Beaumont, une hôtesse de l'air, a giflé Émile, un enfant innocent, pour une simple question de réglementation, on ressent une colère mêlée d'incrédulité. En France, où la protection de l'enfance est un principe sacré, un tel acte choque profondément. La gifle n'est pas seulement une violence physique, elle est une atteinte à la dignité d'un enfant, un symbole de l'abus de pouvoir. Cette indignation est amplifiée par le silence initial des autres passagers, qui, bien que témoins, n'interviennent pas immédiatement. Ce silence, si familier dans notre société, reflète une tendance humaine à éviter le conflit, à se cacher derrière les conventions sociales ou les hiérarchies établies. Pourtant, ce même silence est ce qui permet aux injustices de perdurer. En tant que Français, nous valorisons le débat et l'action collective. Mais cette histoire nous rappelle que l'inaction face à l'injustice est une forme de complicité. Elle nous pousse à nous demander, aurions-nous agi différemment? Aurions-nous osé briser le silence pour défendre Émile? L'attitude d'Émile face à l'humiliation est une source d'inspiration. Malgré la douleur et la peur, il ne pleure pas, ne crie pas. Il ramasse les morceaux de son dessin déchiré avec une dignité silencieuse, et son geste de continuer à dessiner, grâce au papier offert par Camille, une autre enfant, montre une résilience remarquable. Cette force intérieure, si pure et si puissante, est un rappel de la capacité des enfants à surmonter les épreuves, même lorsque les adultes autour d'eux échouent à les protéger. Dans la culture française, où l'éducation et l'épanouissement des enfants sont des priorités, l'histoire d'Émile nous touche particulièrement. Elle nous incite à réfléchir à la manière dont nous traitons les plus jeunes dans notre société. Trop souvent, les enfants sont considérés comme des spectateurs passifs, mais Émile nous montre qu'ils peuvent être des acteurs de changement, même involontairement. Son bracelet, conçu par son père, Victor Moreau, devient un symbole de cette résilience, une lumière dans l'obscurité qui refuse de s'éteindre. L'intervention du système Lueur Bleue, créé par Victor, est un autre élément central de l'histoire. En France, où l'innovation technologique est souvent célébrée mais parfois critiquée pour ses dérives, ce système incarne une utilisation éthique de la technologie. Il ne s'agit pas seulement de surveiller, mais de protéger les plus vulnérables. Le bracelet d'Émile, qui détecte sa détresse et déclenche une réponse immédiate, représente une fusion entre la science et l'humanité, une idée profondément ancrée dans la philosophie française des Lumières, où le progrès doit servir le bien commun. Cette histoire nous rappelle que la technologie, lorsqu'elle est guidée par des principes éthiques, peut devenir un outil de justice. Elle nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser les innovations dans nos propres vies pour protéger ceux qui n'ont pas de voix, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes marginalisées ou de victimes d'injustice. L'un des moments les plus marquants de l'histoire est l'évolution des passagers, qui passent de l'inaction à une prise de conscience collective. Madame Garnier, l'avocate à la retraite, incarne cette voix de la justice qui refuse de se taire. Son intervention, bien que tardive, rappelle l'importance de prendre position, même lorsque cela semble inconfortable. En France, où les manifestations et les débats publics sont des traditions profondément enracinées, cette histoire nous pousse à nous interroger sur notre propre rôle dans la société. Sommes-nous des spectateurs passifs, comme les passagers qui murmurent mais n'agissent pas, ou sommes-nous prêts à nous lever, comme Madame Garnier, pour défendre ce qui est juste? L'histoire nous enseigne que la justice n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais d'une communauté qui choisit de briser le silence. L'interaction entre Émile et Camille, la fillette qui lui offre un nouveau papier pour dessiner, est un moment d'une beauté simple mais profonde. Ce geste,
spontanée et désintéressée, incarne l'empathie pure des enfants, une qualité que les adultes perdent parfois dans les méandres des conventions sociales. Dans la culture française, où l'on célèbre l'humanisme et la solidarité, ce moment nous rappelle l'importance de l'empathie dans nos interactions quotidiennes. Camille, en offrant son papier, ne cherche ni gloire ni reconnaissance. Elle agit par instinct, par compassion. Cette leçon est essentielle. Dans un monde souvent dominé par l'individualisme, les petits gestes d'humanité peuvent avoir un impact immense. Ils peuvent redonner espoir, comme ils l'ont fait pour Émile, et inspirer les autres à agir. L'histoire d'Émile offre plusieurs leçons applicables à notre vie quotidienne. Premièrement, elle nous enseigne le courage de défendre les plus vulnérables, même face à l'autorité. Que ce soit dans un avion, au travail ou dans un espace public, nous avons la responsabilité de nous exprimer lorsque nous voyons une injustice. En France, où les droits humains sont un pilier de la société, cette leçon résonne particulièrement. Deuxièmement, elle nous rappelle l'importance de l'empathie. Comme Camille, nous pouvons tous faire des gestes simples pour soutenir ceux qui souffrent. Qu'il s'agisse d'un mot gentil, d'un sourire ou d'une aide concrète. Troisièmement, l'histoire souligne le pouvoir de la technologie lorsqu'elle est utilisée pour le bien. Dans nos vies, nous pouvons chercher des moyens d'utiliser les outils à notre disposition, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, comme Julien, ou de compétences professionnelles, pour amplifier les voix des opprimés. Enfin, l'histoire nous invite à réfléchir sur notre propre silence. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une injustice, par peur ou par commodité? Émile nous rappelle que le silence n'est jamais neutre. Il est un choix. Et ce choix a des conséquences. L'histoire se termine par un changement systémique, la charte de respect des passagers d'Air Lumière et l'adoption des bracelets lueur bleue. Cette transformation reflète une valeur française fondamentale. La croyance que les systèmes doivent évoluer pour protéger les plus faibles. Elle nous inspire à repenser nos propres environnements, nos lieux de travail, nos écoles, nos communautés, pour les rendre plus justes et inclusifs. Elle nous encourage à être des acteurs de changement, comme Victor, qui utilise son pouvoir pour protéger son fils et d'autres enfants, ou comme Madame Dubois, qui choisit de parler pour Émile lorsque le monde entier écoute. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la manière dont nous traitons ceux qui n'ont pas de voix, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien à Émile et à tous ceux qui méritent d'être entendus. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, avec tous ceux qui croient en la justice et en la dignité. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes qui nous rappellent l'importance de l'humanité dans un monde souvent indifférent. Et laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous ce que cette histoire signifie pour vous. Partagez une expérience où vous avez défendu quelqu'un ou où vous avez été témoin d'un acte de courage. Ensemble, faisons en sorte que le ciel et la terre se souviennent de ceux qui comptent. Votre voix compte. Faites-la entendre.